Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de mon année 2025. J'aimerais vous parler un petit peu de moi. Que l'on célèbre ou non le 1er janvier, que cette date, ce passage, ait de l'importance ou non pour soi, elle marque de toute façon un tournant, parce que culturellement, elle est célébrée, et donc notre inconscient n'est pas dupe. Il y a forcément quelque chose d'un petit peu spécial qui se passe à ce moment-là. On change de chiffre, on change d'année, le calendrier se renouvelle et nous confronte forcément à tout ce que l'on a pu faire ou non, être ou non, durant l'année précédente. Cela nous ramène à ce que l'on souhaite pour soi-même, parfois même à nos propres limites, nos peurs, nos appréhensions, ou au contraire, nos envies, nos élans, nos forces. Cette année 2025, pour moi, a été un tournant. Un tournant puisque j'ai fêté mes 30 ans. Et j'ai eu la sensation de vivre plusieurs bouleversements, et notamment d'avoir appris des leçons, ou en tout cas pris conscience de certaines choses importantes pour mon bien-être, qui ont drastiquement changé ma manière d'appréhender le quotidien et la vie en général. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de 3 choses que l'année 2025 m'a enseignées et que j'aimerais vous transmettre à mon tour. À l'occasion de cet épisode, j'aimerais vous présenter un véritable outil du quotidien, créé par Mélanie Talouarn, qui se place en véritable experte de la confiance en soi. Ce projet est né d'une envie profonde, celle de vous accompagner dans vos désirs de réalisation, lorsque vous détenez l'idée et l'envie, mais que vous restez dans le flou quant à la marche à suivre. À l'heure où pullulent les contenus de développement personnel, Mélanie vous propose un outil concret pour vous aider à passer à l'action sans attendre. C'est ainsi qu'elle a créé Believe, une application gratuite pour vous accompagner au quotidien. Chaque jour, recevez un défi concret, réalisable en seulement 2 à 10 minutes. Vous découvrez 10 packs composés de 100 défis ludiques répartis en 7 niveaux. Et pour vous encourager, vous pourrez débloquer jusqu'à 10 badges, véritables témoins de votre progression. Believe est une application gratuite, alors téléchargez-la sans attendre et créez dès aujourd'hui la version de vous dans laquelle vous avez confiance. Retrouvez toutes les informations en barre d'informations de l'épisode. Le premier élément marquant qui a gagné en ampleur dans mon quotidien en 2025, c'est la conscience que nous ne sommes jamais cantonnés à une seule émotion. Peuvent se superposer des émotions qui sont parfois contradictoires et qui provoquent en nous une sorte de trouble quant à notre possibilité de définir comment on se sent et comment on vit les choses. J'ai constaté durant l'année 2025 que de nombreuses fois se sont cumulés des contraires qui m'ont donné l'impression, au départ, de vivre comme 2 réalités parallèles, c'est-à-dire que se côtoyaient autant la tristesse et l'angoisse d'événements forts, familialement parlant, personnellement parlant, parfois même professionnellement parlant, qui prenaient une certaine intensité et pouvaient ou auraient pu constituer une justification à la tristesse. J'aurais pu me définir comme étant ou triste, ou angoissée, ou dans une mauvaise passe. Mais en parallèle, et dans la même temporalité, se présentaient des occasions magnifiques, des choses vraiment très chouettes, dont je rêvais même depuis longtemps, qui auraient pu me permettre de communiquer et de dire « en ce moment, je me sens très heureuse, je me sens très épanouie et très bien ». Et donc, j'observais qu'il y avait à la fois la tristesse et l'angoisse, à la fois la fierté, l'accomplissement et la joie, qui formaient un tout.
et qui me donnait presque une impression de ne pas vraiment savoir comment me positionner, ce qui a été un petit peu perturbant au départ, mais qui m'a permis d'approfondir une notion qui aujourd'hui me semble fondamentale. Et j'ai pu constater, en étant dans cette compréhension-là, dans ce vécu-là, que beaucoup de personnes autour de moi, et moi la première dans mon passé, nous avons tendance à nous culpabiliser, par exemple de ressentir de la joie dans une période que socialement on pourrait définir comme étant triste. Par exemple, des phases de deuil, on vient de perdre un être cher et d'un seul coup on rit à gorge déployée parce qu'on entend une blague qui nous fait rire, ou parce qu'on se remémore un souvenir, ou parce qu'on vit quelque chose qui profondément réveille de la joie. Et d'un seul coup intervient la culpabilité. Mais je ne devrais pas rire parce que socialement, ce que l'on me demande, c'est d'être triste pour être en cohérence avec ce que je vis. Or, je constate bien qu'il y a de nombreux événements dans notre vie. Je ne dirais même pas événements, mais je dirais qu'il y a des phases, des périodes dans notre vie qui nous font explorer les contraires, voire même les complémentaires dans une même temporalité. Ce qui fait que nous pouvons profondément ressentir une grande tristesse, ou de grandes angoisses, ou de grandes peurs, mais aussi explorer, paradoxalement, de la joie, de l'accomplissement, de l'épanouissement, un bonheur sans égal. Je crois que c'est quelque chose d'important que de se rappeler que dans nos décisions, dans nos événements de vie, ces contraires ne sont pas anormaux, et bien au contraire, je pense qu'ils forgent l'équilibre de vie, l'équilibre au quotidien. Je pense notamment à ces parents qui ont choisi d'avoir des enfants, qui aiment profondément leurs enfants, qui aiment profondément leur vie avec leurs enfants, mais que ça n'empêche pas parfois de ressentir des regrets, d'avoir peur, de ressentir des doutes quant à cette décision de prise, tout simplement parce que oui, on peut profondément aimer et désirer avoir des enfants, mais aussi se sentir dans le doute et parfois même un petit peu dans le regret. Je pense aussi à ceux qui créent une entreprise, et je sais ce que c'est puisque je suis également concernée. Lorsque l'on crée son entreprise, lorsque l'on crée un projet, lorsque l'on s'engage dans quelque chose que l'on désire profondément, il y a des périodes dans lesquelles se côtoient le regret, la lassitude et les doutes, mais aussi la joie, l'accomplissement et la fierté. L'un n'annule pas l'autre. L'un ne prend même pas forcément le pli sur l'autre. Et tous les sentiments sont toujours temporaires. Je crois qu'il est important aussi de ne pas se définir de par ses émotions. Une émotion, par nature, donne une information et une information n'a pas à devenir une identité, forcément. Donc, c'est le premier enseignement, à mon sens, qu'a ancré profondément cette année 2025 dans ma manière de fonctionner. De voir se côtoyer les contraires permet de garder un équilibre, permet aussi de se rendre compte que rien n'est éternel dans le sens où les joies doivent être célébrées et les tristesses écoutées, parce qu'à un moment donné, nous n'aurons plus l'occasion de les entendre, elles laisseront place à d'autres choses, et si nous ne voulons pas cristalliser ces émotions, si nous ne voulons pas rester bloqués dans ces phases-là, je crois que nous devons les vivre pleinement et surtout ne pas faire la confusion entre ce que l'on ressent et qui l'on est. Je peux ressentir de la tristesse, mais aussi ressentir de la joie. Ça ne veut pas dire que je suis la tristesse, que je suis la joie, mais je suis un être qui vit des choses, des événements, dont les effets sont contraires et pas forcément socialement admis. Et pourtant, il n'y a pas de culpabilité à avoir, je crois, de ce point de vue-là. Je me rends bien compte que mes joies de 2025 m'ont permis de mieux supporter les peines et que les peines m'ont permis d'une certaine manière de ne pas manquer de discernement en ce qui concernait les joies. Chaque phase avait son intérêt, son importance, et aujourd'hui, je ne cherche plus à me définir selon un sentiment ressenti à l'instant même, mais je crois que j'accepte cette pluralité, cette richesse d'émotions et de sentiments,
comme étant la nourriture de mon esprit, comme étant la nourriture de qui je suis à l'instant T. Et ce paradoxe, je l'ai notamment vécu professionnellement cette année, puisqu'il y a eu des phases très intenses dont je parlerai dans la deuxième partie, puisque ça a été une année harassante, épanouissante mais harassante, et j'ai pu vivre des périodes où je remettais même en doute la pérennité de mon envie de faire ce métier, de mon envie de continuer ce que je fais quotidiennement depuis des années. Et bien souvent, j'ai des doutes sur mon envie de continuer, mais ces doutes ne sont jamais durables. Je pense qu'ils sont l'expression de la fatigue plus que du manque de volonté de continuer ce que je fais. Je suis habitée par ce métier profondément. Et donc les doutes ne sont qu'un signal d'alarme de la fatigue que je peux ressentir. Et donc il y a eu parfois cette confusion où je sentais que j'étais à la fois très épanouie parce que je faisais ce que j'aime profondément. Je fais le métier que j'aime et ça c'est un cadeau immense que je me suis fait. Néanmoins, ces périodes-là pouvaient également être caractérisées par une fatigue intense et une envie de tout arrêter. Ça, c'est une certitude. Et je pense que tous les entrepreneurs et même d'autres personnes dans d'autres contextes se reconnaîtront dans cette volonté, dans ce choix d'aller dans une direction et en même temps la sensation que waouh, c'est hyper lourd à porter et que peut-être il y a des choses à ajuster, à améliorer, à changer. C'est ce qui nous fait aussi bouger dans notre posture, dans notre fonctionnement, et c'est ce qui m'a fait bouger dans ma posture et mon fonctionnement, notamment professionnel. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est vraiment cette nécessité d'accepter que nous sommes des êtres intensément complexes et que nous pouvons ressentir une multitude d'émotions et de sentiments en même temps, sans pour autant manquer de structure et d'assises. Au contraire, je crois que c'est ce qui fait la richesse et de l'expérience et de l'esprit. La deuxième chose que j'ai profondément intégrée durant l'année 2025, c'est notre capacité à nous embrumer dans une sorte de nuage mental qui nous donne la sensation de ne plus avoir de temps, de ne plus avoir d'espace et de ne plus pouvoir jouir d'une liberté de choisir et de faire les choses avec peut-être plus de justesse par rapport à nos besoins. En ce qui me concerne, le début d'année 2025 a été très intense personnellement et très intense professionnellement également puisque j'avais une grosse quantité de travail que je m'étais moi-même donnée finalement, mais je ne pensais pas que ça aurait cet impact sur ma santé et mon bien-être puisque arrivé le mois de juillet, j'étais au bout du rouleau. et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'est intervenu le gros doute de « est-ce que je vais être capable de continuer ?» Le fait est que dans mon esprit, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais vraiment la sensation qu'il était impossible de fonctionner autrement. Je m'étais moi-même enfermée dans un fonctionnement avec un rythme particulier, avec des exigences que je m'imposais, puisque je n'ai absolument pas besoin d'un patron tyrannique pour en avoir un. Je suis mon propre patron tyrannique. Donc, je m'imposais un rythme et je m'imposais une rigueur qui dépassait même l'utile, tout simplement, puisque je pouvais me permettre de fonctionner avec moins d'intensité, tout en faisant un travail globalement tout aussi intéressant et surtout sans me fatiguer outre mesure. Et donc, il a été nécessaire que je prenne des décisions fermes à partir du mois de juillet pour changer complètement mon rythme de travail et surtout accepter de prendre une pause.
une pause relativement longue de plusieurs semaines qui m'a permise à la fois de travailler sur d'autres projets qui ne nécessitaient pas ma présence auprès de personnes en termes d'accompagnement. Donc je pouvais aménager ces journées-là à mon rythme. J'ai pu aussi m'octroyer des vacances plus longues et je me suis bien rendu compte que non, ça n'avait pas dramatiquement changé mon travail, mon rapport au réseau, ma présence, la qualité de mes projets. Il en était la même chose une fois cette pause prise, mais surtout ce que j'y ai gagné à ce moment-là, c'est la conscience que oui, on peut faire du silence dans son esprit et se rendre compte que nous avons du temps à nous accorder et à accorder à notre bien-être et à notre repos. Typiquement, je refusais de prendre des pauses la journée, j'oubliais parfois de manger ou alors je passais le repas parce que je préférais accepter un rendez-vous d'accompagnement ou travailler sur un autre projet. Je travaillais même les week-ends pour pouvoir enregistrer les épisodes de podcast. C'était devenu un rythme qui n'était plus tenable. Et je pense que beaucoup se reconnaissent là-dedans parce que j'entends très souvent cette phrase « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Je ne peux pas me reposer, je ne peux pas m'octroyer une demi-heure par jour, c'est impossible, je ne le peux pas. Et finalement, ayant tenu moi-même ce discours-là, et en ayant changé mon fonctionnement, je me suis rendu compte que si je m'octroyais un petit peu de repos, ou même parfois le repos dont j'avais besoin, même si c'était une journée entière, je me retrouvais. Je me retrouvais et surtout je retrouvais une sensation d'être mieux connectée à moi-même, dans le sens où lorsque le mental est plein, lorsque nous sommes fatigués, lorsqu'il y a trop de stimulation et d'information, parce que n'oublions pas non plus l'environnement dans lequel nous évoluons, qui est surstimulant, qui est d'une emprise considérable sur nos émotions, sur nos idées, sur nos pensées, eh bien, cet environnement plus le rythme que l'on nous impose et que l'on s'impose à soi-même crée une sorte de brouillard dans la tête. Lorsque l'on s'accorde un repos suffisant, lorsque je me suis accordé un repos suffisant, je me suis rendu compte que je pouvais enfin accéder à une forme de silence et surtout à la conscience que oui, je peux m'accorder une demi-heure dans ma journée. C'est tout à fait possible. Et c'est possible pour une très grande majorité des personnes qui m'écoutent. Une grande majorité d'entre vous. Tout simplement parce que, comment expliquer ça de la manière la plus claire possible ? J'ai remarqué que la charge mentale que l'on porte fait du bruit. Et ce bruit mental nous fait perdre notre temps. Tout simplement parce que, et c'est un vécu que je vous partage, cette surabondance d'informations dans le mental, cette surabondance de charge mentale, de projection sur ce qu'on doit faire demain, sur ce qu'on doit faire tout à l'heure, sur ce qu'on a fait hier et sur la personne qu'on a contactée, sur le rendez-vous de... toute cette charge mentale-là occupe notre esprit à tel point qu'il nous fait perdre la notion du temps et donc fait passer le temps beaucoup plus vite selon notre sensation du temps. Vous voyez, c'est comme si l'information mentale prenait tellement de place qu'elle nous distrait, qu'elle nous empêche de ressentir le moment présent et donc fait défiler le temps sans que l'on ne s'en rende compte. C'est comme ces journées extrêmement remplies avec une multitude de rendez-vous durant lesquels on a l'impression de courir dans tous les sens et de ne jamais avoir un moment pour s'asseoir et simplement souffler. Eh bien, c'est exactement la sensation que donne cette surabondance d'informations mentales. Mais, il me semble, et en tout cas, j'ai réussi partiellement à le faire, que nous pouvons constater ça. Nous pouvons nous rendre compte du rythme que l'on s'impose et qui pourrait parfois être changé, de ce fonctionnement qui est
tellement bien installés qu'ils nous donnent l'impression d'être l'unique fonctionnement possible, mais surtout cette perte d'habitude de prendre des espaces de vide dans sa journée pour simplement ralentir le temps, évacuer légèrement son esprit et pouvoir ensuite être beaucoup plus présent ou présente à ce que l'on a à faire. Nous avons du temps à nous accorder, pour la plupart d'entre nous. Peut-être qu'il y a des périodes beaucoup plus intenses que d'autres, mais si vous regardez dans vos journées et dans vos semaines, je suis certaine que vous pouvez vous octroyer 1 heure, 2 heures, 3 heures de votre temps, vous reposer et prendre soin de vous, tout simplement. La troisième et dernière chose qui a été marquante pour moi en 2025 et qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes, qui met à rude épreuve notre patience d'ailleurs, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose prend du temps pour se concrétiser qu'il y a forcément un blocage ou qu'il y a forcément une erreur dans le chemin ou dans le parcours. Et ça, c'est quelque chose que l'on a beaucoup de mal à intégrer, surtout après l'avènement du New Age qui nous a transmis certaines fausses réalités ou en tout cas faux diktats ou fausses croyances qui veut que une vie parfaitement alignée veut que tout arrive tout de suite avec une grande abondance dès qu'on l'a décidé. Je crois au contraire que la vie nous apprend, certes, à tendre vers une forme d'abondance, mais quand je parle d'abondance, je ne parle pas nécessairement de matériel ou d'argent. Je parle d'une abondance humaine, d'une abondance émotionnelle, d'une abondance dans la joie, le sentiment d'accomplissement, l'épanouissement, l'amour que l'on partage. L'abondance, elle se trouve dans de multiples choses et généralement, celle qui nous remplit le plus se passe de matière. Or, une vie alignée ne dépend pas que de nous-mêmes. La vie, en termes généraux, nous demande de coopérer, nous demande de partager, de se relier à un environnement, à l'autre, à des curseurs qui ne dépendent pas de notre volonté. Malheureusement, pour nous, nous avons été habitués à nous considérer comme étant tout puissants. Et c'est finalement ce grand drame que de vivre dans une société qui, pendant longtemps, a mis de côté toute forme de spiritualité et de lien au sacré. Parce que finalement, lorsque l'on s'épanouit dans une spiritualité qui a du sens, on se rend compte que nous ne sommes pas le seul ou la seule à habiter notre environnement, à habiter notre monde. Et bien que nos pensées semblent nous appartenir, eh bien ce n'est même pas réellement le cas. Nous partageons tout. Tout est interconnecté avec tout. Ce qui signifie que même nos volontés ne proviennent pas uniquement de nous-mêmes. Donc la temporalité durant laquelle les événements et les constructions se proposent dans nos vies ne dépend pas de ce que l'on a décidé de vivre, mais plutôt de ce que la vie nous propose en elle-même. Cela paraît parfois profondément injuste et parfois cela joue en notre faveur ou en tout cas en faveur de notre impatience. Je crois surtout que ce que l'on peut apprendre et ce que j'ai appris de tout ça, c'est que certains projets de vie peuvent prendre des années entières, parfois même des décennies avant de se réaliser. Non pas parce que l'on a raté quelque chose, non pas parce que nous ne méritons pas ce que nous voulons, mais plutôt parce que, au-delà de l'énergie que l'on peut y mettre, il y a aussi tout un tas de curseurs qui sont extérieurs et qui viennent influencer profondément nos réalisations. Ce qui signifie aussi que nous avons toujours
notre part de responsabilité qui est plus ou moins grande malgré tout sur ce qui arrive, mais nous ne pouvons pas espérer contrôler l'ensemble des curseurs d'une construction et d'un projet. Nous ne pouvons maîtriser que la part qui nous revient et laisser au reste la part qui lui revient. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est en cours de construction ou que ce n'est effectivement pas votre chemin, mais ça ne signifie pas une erreur, ça signifie un changement d'itinéraire, tout simplement. Si je devais conclure cet épisode, tout d'abord j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous l'avez aimé puisque je ne l'ai pas préparé, celui-ci. J'ai souhaité vous parler avec plus de liberté, dans le sens où j'ai laissé venir l'inspiration qui se présentait à l'instant. Je vais peut-être conclure en vous partageant la conclusion que j'ai faite pour moi-même de cette année 2025. Je dirais que cette année m'a montré que la direction qui me mènera jusqu'à mon plein épanouissement intègre des temps de vide, des temps d'introspection et de simplicité. De simplicité dans le sens où il me semble nécessaire de trouver des temps de recul qui nous permettent de sortir de cette frénésie dans laquelle on se laisse assez facilement happer, que ce soit par les réseaux sociaux, le travail et le rythme qui nous est demandé aujourd'hui à la vitesse des mails, des SMS, des appels et de tous ces projets qui n'en finissent pas d'être toujours plus rapides et de demander une présence toujours plus constante. Je crois aussi que l'apparition, étonnamment, de l'intelligence artificielle m'a à la fois émerveillée, et ça me semble important d'en dire quelques mots. Cela m'a à la fois émerveillée, puisque ça permet un accès à une quantité d'informations qui justement est assez fascinante et qui permet d'aller parfois plus vite sur des projets, d'aller parfois plus vite dans les phases de recherche. Je crois aussi que ça a replacé quelque chose d'important dans mon esprit, parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux notamment a fait complètement décroître l'intérêt que je porte à ces réseaux. Comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, je fais partie des personnes qui peuvent parfois passer beaucoup de temps sur les réseaux, à scroller sur Instagram. Fort heureusement, je me suis interdit la plupart des autres réseaux, je n'ai qu'Instagram. Mais ça n'empêche que parfois, ce réseau social prend un temps considérable dans une journée parce qu'il y a la facilité d'être passif, d'observer des choses que l'on ne choisit pas forcément, on ne s'implique pas. C'est simple, ça nous booste un intérêt, ça nous donne l'impression de nous divertir. Mais le fait aujourd'hui de ne plus savoir complètement reconnaître à quel moment l'intelligence artificielle est impliquée ou non, le fait de constater que maintenant ce que je vois est peut-être complètement faux, m'a fait perdre tout intérêt de passer du temps sur ce réseau. Et j'ai même la sensation que ça m'a poussée à retrouver de l'authenticité et donc de retourner vers des supports d'information et de communication beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus vrais. Je suis retournée beaucoup plus profondément vers la lecture, vers l'envie de dessiner, d'écrire beaucoup. J'ai beaucoup écrit en 2025 et je recommence à beaucoup écrire en 2026, à tenir des notes sur tout ce qui me traverse, les informations qui me parviennent intuitivement, sur ce que je vis au travers de mon quotidien de médium. J'ai donné beaucoup plus de valeur à ça, beaucoup plus de valeur aux échanges, beaucoup plus de valeur à des podcasts qui, je le sais, par exemple, sont créés par des personnes. Sachez qu'il y a de plus en plus de podcasts qui sont générés par intelligence artificielle. Moi-même, en tant que podcasteuse, je me trouve en concurrence, entre guillemets, avec des podcasts fabriqués par IA, qui n'ont aucune profondeur dans la réflexion, qui n'ont pris aucun temps à qui que ce soit, qui finalement ne génèrent que du vide.
du vide et qui pourtant sont mis en avant par des algorithmes. Donc je crois que d'une certaine façon, tout ça m'a donné le goût du retour à l'art, à façonner des choses avec mes mains, à vivre des instants dans la réalité. Et finalement, tout ça a fait perdre de la valeur à ce qui aurait pu et ce qui était au départ finalement une plateforme de partage et de mise en relation qui était intéressante. C'est aussi pour cela que je continue ce podcast, parce qu'il me semble extrêmement pertinent de continuer de vous parler de cette manière-là, de continuer de faire sortir de mon âme, de faire sortir de mon vécu en tant qu'humaine et non en tant que robot, pour échanger avec vous, pour peut-être vous apporter une forme de nourriture. En tout cas, j'espère que c'est une nourriture épanouissante, et nourrissante et digeste. Digeste pas toujours, je vous l'accorde. Dans tous les cas, j'ai vraiment la sensation que notre société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne nous demande de nous positionner plus que jamais et de savoir à la fois accueillir de nouvelles technologies qui viennent améliorer immensément des connaissances déjà acquises. L'intelligence artificielle fait et fera des merveilles en médecine, fait et fera des merveilles dans la conception peut-être d'innovations qui viendront faciliter, améliorer peut-être, je l'espère, le quotidien de nombre d'êtres humains sur Terre peut-être, mais je crois aussi qu'au contraire, cet éloignement d'un fonctionnement humain, vital et simple, qui est finalement la nourriture de notre être, l'être humain que l'on est, va nous pousser à revenir à ces valeurs de simplicité et de contact à la nature. Et je crois que tous ceux qui manqueront cet appel de retour à la nature et d'intégration de ce qu'est le monde dans sa vivacité, ceux qui manqueront cet appel courront à leur perte, tout simplement. Nous devons nous positionner, et c'est, je crois, ce qui a commencé à s'installer très profondément en 2025, même avant pour certaines autres personnes. Pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment senti cet écart, cette différence et cette proposition à un positionnement clair et à un choix de l'authenticité. Bien que cette authenticité puisse prendre sa place avec l'intégration de nouvelles technologies. Encore une fois, je pense que tout est une question d'équilibre, mais je pense surtout que au-delà de l'équilibre, c'est une question de faire des choix, d'avoir l'audace et de prendre le courage de faire des choix, de ne plus se laisser porter, de ne plus suivre la tendance, mais de contribuer à quelque chose parce qu'on a décidé de le faire, en ayant pris le temps en amont de se questionner quant à la place que l'on a envie de laisser aux choses dans notre expérience, quant au temps qu'on a envie d'accorder à certains sujets, quant à notre posture envers les autres, et peut-être à la contribution que l'on voudrait donner à ce monde. Alors si je devais vous faire de derniers souhaits, que vous fêtiez votre nouvel an au mois de janvier, au mois de mars, au mois de septembre, au mois d'octobre, peu importe quand est-ce que vous fêtez votre renouveau, je vous souhaite de ressentir à quel point vous êtes capable de mettre en place tant de choses, à quel point vous êtes capable d'entendre tant de choses, et à quel point vous pouvez vous passer, parfois, de ce qui vous semble être indispensable à votre équilibre et qui pourtant nuit à ce dernier. Je vous souhaite tout l'amour possible. Je vous souhaite de vous épanouir dans une vie que vous construisez, guidée par votre intuition, votre inspiration et votre volonté de construire, ensemble. Je suis certaine que nous avons la capacité de faire de notre société une société plus douce. En tout cas, je m'y attelle et je sais que vous êtes nombreux à en faire de même. Alors je vous remercie tous. Merci de contribuer à ce que la société dans laquelle je vis soit plus douce, plus aimante, plus solidaire. N'oubliez pas que ce n'est pas dans l'intérêt des grands médias que de mettre en avant ceux qui œuvrent pour un monde plus beau, de mettre en avant la gentillesse, la sérénité, la solidarité et le contact à la nature. Prenez du recul, prenez de la liberté, écoutez-vous, prenez des décisions dans le sens de votre épanouissement, dans le sens de cohabiter,
avec tout ce vivant autour de vous et en vous. Notre monde est magnifique, mais ça on ne le voit pas à la télé. Prenez soin de vous et on se dit à tout bientôt avec grande joie dans un nouvel épisode.